Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La contre-attaque de Nicolas Sarkozy dans une tribune à paraître demain dans le Figaro est intitulée « Ce que j'ai à dire aux Français ». L'ancien chef de l'État se défend, estimant que les principes sacrés de la République ont été foulés aux pieds. Nicolas Sarkozy qui affirme par ailleurs n'avoir nul désir de s'impliquer en politique aujourd'hui. Après les magistrats, les avocats reçus par François Hollande qui joue la carte de l'apaisement. L'avocat de Nicolas Sarkozy promet lui de contre-attaquer après la publication d'extraits de ses conversations avec l'ancien chef de l'État. Les seniors de plus en plus discriminés, emploi, logement, santé, colloque au Sénat aujourd'hui sur ce thème. Pour en parler, mon invité, Maryvonne Liazide, adjointe au défenseur des droits, Dominique Baudis. Et on commence par l'Ukraine et l'Europe qui intensifie ses sanctions. Le sommet de juin avec la Russie n'aura pas lieu. Annonce de François Hollande qui promet d'étendre la liste des dirigeants russes visés par des mesures de rétorsion. Mounir Soussi. Parler d'une seule voix face à la Russie pour espérer inverser la tendance. Les 28 chefs d'État européens réunis à Bruxelles cherchent des leviers pour accentuer la pression sur Vladimir Poutine. Pour l'instant, l'accent est mis sur le volet diplomatique des sanctions. Il y aura une suspension des relations politiques puisqu'il devait y avoir une réunion entre l'Union européenne et la Russie. Elle ne peut pas avoir lieu dans ces conditions et nous devrons également envisager d'autres sanctions s'il y avait une escalade. Angela Merkel évoque l'annulation du G8 prévu à Sotchi et met sur la table des sanctions économiques plus poussées. Barack Obama lui aussi brandit cette menace à double tranchant. J'ai signé un nouveau décret aujourd'hui qui nous donne la possibilité d'imposer des sanctions, pas seulement sur des individus, mais sur des secteurs clés de l'économie russe. Ce n'est pas notre solution préférée. Ces sanctions ne vont pas avoir seulement un effet sur l'économie russe, elles pourraient perturber l'économie mondiale. Ces avertissements n'ont aucun impact sur la détermination russe. Le ministre des Affaires étrangères affirme qu'il ne reviendra pas sur le rattachement de la Crimée et dénonce l'attitude des Occidentaux. Les sanctions unilatérales n'ont jamais été bénéfiques. Elles sont illégitimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU est la seule instance qui peut adopter des décisions contraignantes envers un État étranger. La Russie riposte en publiant une liste de 9 responsables américains interdits de territoire. Parmi eux, John McCain, l'ancien candidat républicain à la présidentielle. Mais avant de se rendre au sommet européen de Bruxelles, François Hollande avait reçu les avocats inquiets après l'affaire des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son conseil, Thierry Herzog. Le chef de l'État promet de réformer le système actuel. Écoutez la réaction du bâtonnier de Paris, c'est lui qui avait mené la fronde des avocats pénalistes. Il faut qu'un organe de contrôle puisse permettre aux juges d'instruction de filtrer leur intention de placer tous les citoyens sur écoute et d'éviter le système actuel qui fait que quand les uns et les autres nous téléphonons en France, chacun puisse se dire qui de lui ou de moi est sur écoute. C'est ce système-là qui fait défaut en France. Durcissement du régime des intermittents, limitation des allocations des cadres, cotisation d'agents de la fonction publique. Les nouvelles propositions choc du MEDEF sont sur la table, mais un accord entre patronat et syndicats semble mal parti pour réformer l'assurance chômage. Jérôme Rabier. C'est sous la pression des intermittents que le dernier round de négociations sur l'assurance chômage se déroule au siège du MEDEF. Des manifestants qui refusent tout recul sur leur régime particulier d'indemnisation, mais défendent aussi toutes les personnes précaires. C'est ce que veut faire le MEDEF, sacrifier les intermittents en les fustigeant, tous les gens qui sont précaires, qui sont en période de chômage, qui sont dans l'activité réduite. Donc nous nous battons pour que tous les chômeurs, tous les privés d'emploi puissent avoir un régime spécifique au sein de l'assurance chômage. Le MEDEF propose de plafonner le cumul salaire et indemnité des intermittents à 3 129 € par mois, alors que ce cumul est sans limite aujourd'hui. C'est l'un des points chauds de la négociation, mais de nombreux autres dossiers sont traités. Le patronat souhaite par exemple abaisser les indemnisations à partir du 13e mois d'inactivité, et elles seraient divisées par 2, passant de 7 184 € à 3 592 € par mois. Principales victimes, les cadres, qui sont actuellement les mieux indemnisés du fait de leur haut niveau de rémunération et de cotisation.
Concernant les seniors, la possibilité d'être indemnisé pendant 3 ans au lieu de 2 pour les autres chômeurs serait conservée, mais l'âge pour y avoir droit passerait de 50 à 52 ans. En contrepartie de toutes ces économies, un mécanisme de droit rechargeable au chômage pourrait voir le jour, avec une volonté que les chômeurs ne perdent pas leurs droits s'ils reprennent une activité. De nombreux points sur lesquels tous les représentants syndicaux vont continuer de discuter avant une éventuelle signature demain dans la journée. Une bonne nouvelle malgré tout sur le front de l'emploi. L'armateur MCS Croisière a choisi les chantiers de Saint-Nazaire pour la construction de ces 2 prochains paquebots géants. Un investissement d'1,5 milliard d'euros. Un colloque était organisé aujourd'hui au Sénat sur la discrimination des seniors, un phénomène en augmentation amplifié par la crise. Le défenseur des droits Dominique Baudis tire la sonnette d'alarme, notamment en matière d'accès à l'emploi. Pauline Dame. En 2060, un habitant sur 3 aura plus de 60 ans. La France est-elle prête pour la révolution de l'âge? En matière d'emploi, la route semble encore longue. Le taux d'emploi des 60-64 ans en France est de 18% contre plus de 30% en Europe. Pourtant, les entreprises ont aujourd'hui une obligation légale de mettre en place des plans en faveur des seniors. Maintien dans l'emploi des salariés âgés de plus de 55 ans, mais aussi de favoriser l'emploi des seniors. Je crois qu'il faut accompagner les entreprises à mettre en place ces plans d'action. Il faut les accompagner, il faut développer le contrat de génération qui a été adopté en mars 2013. C'est un formidable outil. Rigidité, manque de mobilité, coûts, difficulté à être managé, des stéréotypes bien ancrés dans l'esprit des employeurs. Pour ce sociologue, il faut avant tout faire évoluer leur regard. Dans l'imaginaire des décideurs, la vieillesse, c'est toujours le déclin, l'incapacité. Dans l'entreprise, encore plus qu'ailleurs. On ne reviendra pas là-dessus en quelques années, mais on voit bien avec l'exemple des pays nordiques qu'il y a des représentations différentes qui sont possibles. Des pistes de réflexion qui vont permettre de nourrir le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, présenté au Conseil des ministres le 9 avril prochain. Et pour parler de la discrimination des seniors, notre invitée ce soir, Maryvonne Liazide, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au défenseur des droits, Dominique Baudis. Alors on vient de le voir dans ce reportage, les seniors connaissent des difficultés d'accès à l'emploi, une mise à l'écart qui est amplifiée par la crise. Que peut-on faire pour enrayer ce phénomène quand on sait que les critères d'âge, par exemple, figurent toujours sur les offres d'emploi alors que c'est interdit normalement? Tout à fait. Alors, notre ambition aujourd'hui, c'était vraiment d'attirer, je dirais, le regard de l'opinion publique sur justement toutes ces formes de discrimination que connaissent les personnes. Alors, pas seulement les seniors, parce que dans l'esprit du public, les seniors, c'est plutôt les personnes de 50-60 ans, mais nous voulions passer en revue toutes les formes de discrimination, on va dire aussi jusqu'à la fin de la vie. Alors justement, parce qu'on a parlé de l'emploi, quelles sont les discriminations dont sont victimes les personnes de 50 à 80 ans? Alors, en ce qui concerne l'emploi, les seniors sont victimes de discrimination au moment du recrutement. Comme vous l'avez dit, il existe encore des offres d'emploi qui ont des limites d'âge, c'est totalement illégal. Et donc, nous sommes à la fois en possibilité d'accompagner les personnes qui se considèrent discriminées lorsqu'elles ne peuvent pas ou qu'elles se sentent refusées sur un critère d'âge, sur un emploi. Et également, nous pouvons aussi, avec tous les partenaires sociaux, les milieux associatifs, mener des campagnes de promotion des droits pour que justement, ça soit un petit peu le regard de la société qui change. Parce que, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, en 2060, 30% de la population aura plus de 60 ans, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, en 2014, nous sommes 15 millions de plus de 60 ans. Alors justement, cette révolution de l'âge, comme on dit, est-ce que la France est prête à y faire face ? Oui, je crois que la France a beaucoup d'atouts pour y faire face et un colloque comme celui-ci permet justement de franchir une étape. Aujourd'hui, nous voulions voir, je dirais, l'avancée en âge avec les discriminations dans le cadre de l'emploi, mais aussi on a montré tous les paradoxes des discriminations dans le champ de la consommation. On compte beaucoup sur le senior pour être des acteurs qui consomment, mais par exemple, pour un crédit à la consommation de 3 000 €, la personne va se voir refuser le paiement en 3 fois. Donc à la fois, on valorise l'acte de consommer, mais tout d'un coup, lorsque faut passer à l'emprunt, eh bien, il y a un refus
peut-être parce que l'on pense qu'il y aura plus de difficultés à rembourser. Donc voilà 2 exemples. Ensuite, on rentre, je dirais, sur les périodes de fragilité des personnes, les fragilités dues aux problèmes de santé, et puis aussi aux très grands âges, les personnes qui ont vraiment des limites de leur capacité, et où là aussi il faut être très vigilant sur leurs droits dans les établissements qui les accueillent. Eh bien, merci beaucoup Maryvonne Liazi d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La mission du Sénat sur l'Open Data a poursuivi aujourd'hui ses auditions. À l'ordre du jour des sénateurs, la numérisation des archives. Il faut dire que la France est pionnière en la matière. La BNF a reçu le prix Stanford de l'innovation pour sa bibliothèque numérique Gallica. Elle offre un formidable accès à notre patrimoine culturel. Reportage de Faustine Saint-Geniès. Des ouvrages rares, inestimables, bientôt accessibles à tous. Donc là, on a un titre de journal qui va après aller sur Gallica. Gallica, c'est là que sont regroupées toutes les archives numériques de la Bibliothèque nationale de France, un site alimenté sans cesse, notamment grâce à cet atelier de numérisation. Ce qu'on fait nous, ce sont surtout des ouvrages qui sont soit trop précieux, soit extrêmement fragiles, soit totalement atypiques. Comme ce manuscrit du XIIe siècle, orné de plaques d'ivoire et de cuivre. Ces ateliers, dans les entrailles de la BNF, fournissent 10% des ouvrages numériques. Le reste provient de prestataires externes. Journaux, livres, estampes et même photos, comme ces clichés du procès de Landru. Une mine d'informations qui fait la fierté du directeur général adjoint, Arnaud Beaufort. Ce sont plus de 2,9 millions de documents qui sont disponibles au grand public. Disponibles sur Internet, mais aussi disponibles sur iPad, iPhone ou Android à travers des applications que nous venons de lancer. On a là le savoir-faire français en matière de numérisation et de mise en ligne qui est un Made in France remarquable. Le succès de Gallica ne se dément pas. Le site accueille chaque jour plus de 50 000 visiteurs uniques. Et je vous rappelle la principale information ce soir, la contre-attaque de Nicolas Sarkozy dans une tribune à paraître demain dans Le Figaro et intitulée « Ce que j'ai à dire aux Français ». L'ancien chef de l'État se défend, estimant que les principes sacrés de la République ont été foulés aux pieds. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, direction Pau pour le journal des municipales. Très bonne soirée à tous.